Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Demande-t-on à un Premier ministre qui se fait son discours de politique générale devant les députés de remporter le Grand Prix de l'éloquence? Non. Demande-t-on à un Premier ministre de faire des effets de manche, de donner des grands coups de menton, de multiplier les yaka faucons? Non plus. On ne demande qu'une chose à un Premier ministre qui gouverne la France, de faire tout simplement ce qu'il dit, de tenir les engagements qu'il prend. Je ne parle même plus de promesses, ça fait la belle lurette que plus personne ne les croit. Michel Barnier a avancé pas à pas en rappelant les impératifs de fermeté, mais aussi de volonté de dialogue qui le guident sur les grands sujets de préoccupation des Français, pouvoir d'achat, dette publique, impôts, sécurité, immigration, avec 7 phrases clés. L'épée de Damoclès n'est pas seulement sur la tête du gouvernement, mais sur la tête des Français. Espérons que l'on ne retienne pas Michel Barnier pour ses punchlines, mais pour sa capacité à agir, à décider et à mettre en œuvre les solutions dont le pays a besoin. On va en débattre ce soir avec mes invités. Bienvenue donc dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, une édition en grande partie consacrée à ce qu'a dit Michel Barnier. C'était le grand jour pour le Premier ministre, le discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Nous allons en débattre avec Catherine Neck, nous a rejoint, bonsoir Catherine, avec Louis de Ragnel, Rachel Kahn, François Pupponi, ancien député, Sabrina Medjeber et Éric Revel. On va tout de suite écouter Michel Barnier, si vous le voulez bien. Les discours se poursuivent à l'Assemblée nationale. On fera des allers-retours en direct avec nos envoyés spéciaux, mais sur les sujets régaliens. On va parler du pouvoir d'achat, ce qu'il a annoncé sur les impôts, sur la baisse de la dette, mais le régalien. Les Français veulent de la sécurité. C'est un message qu'il a martelé. Écoutez-le. Les Français nous demandent d'assurer la sécurité dans chaque territoire. Sur ce point, nous allons généraliser la méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Partout sous l'autorité des préfets et des procureurs, un plan d'action sera déployé dans chaque département par la police et la gendarmerie nationale, en liaison avec les autres acteurs locaux de la sécurité, à commencer par les polices municipales. Les résultats doivent être rapides et concrets, visibles, avec des points de situation réguliers. Les Français, tous les Français, ont besoin d'être rassurés par la présence de nos forces. Elles seront encore plus visibles et présentes sur la voie publique, ainsi que dans les villes et les villages de France. C'est l'objectif poursuivi par la création de nouvelles brigades de gendarmerie qui sera confirmée et continuée. Voilà pour les mots de Michel Barnier qu'il a choisi sur la sécurité, sur les grands sujets régaliens, Louis de Ragnel. Est-ce qu'il y a une grande fermeté qui a été annoncée selon vous? Il y a une intention qui est annoncée, ça c'est sûr, c'est certain. Ensuite, on attend de voir les actes. C'est-à-dire que beaucoup de gens souscrivent à ce discours-là et l'attendent. C'est ce que je disais, ouais, dans le sommaire. Mais maintenant, faut agir. Le monsieur a parlé. Maintenant, les gens veulent voir des actes. Non, mais réellement. J'entends. Éric Revel. Oui, c'est ça, mais ça fait du bien d'entendre un Premier ministre prendre à bras-le-corps la question de sécurité. Il annonce, par exemple, des choses très précises sur les courtes peines. Vous avez vu, les courtes peines. Il parle de l'âge des adolescents. À 16 ans, on pourra commencer à regarder de près. Tout ça, c'est quand même un peu neuf maintenant. Regarder de près quoi la possibilité de la possibilité de oui. De durcir les peines, les sanctions. Oui. D'accord. Et puis des peines courtes. Les peines courtes, c'est des débats qu'on a. Des centres de rétention spéciaux pour les jeunes aussi. Et en tous les cas, ceux qui ont 15 jours de prison devraient pouvoir être arrêtés 15 jours. Quoi, voilà. Et ça, c'est une nouveauté où Michel Barnier a toujours eu cette démarche de fermeté, Catherine Ney. Oui. C'est-à-dire que quand on écoute ce discours, d'abord, c'est un homme, il a fait du Barnier, c'est-à-dire que c'est pas Pavarotti, vous voyez, donc c'est un peu long, mais on voit qu'il épouse toutes les questions avec calme, et il y a des solutions, vous voyez, c'est comme des niches où il y a quelque chose, vous voyez, qu'il va se passer quelque chose. Alors là, comme je dis, on va voir, mais je trouve que ce qui est intéressant dans sa démarche, vous voyez, on écoutait l'hémicycle et on avait l'impression que c'était la foire du trône du côté de la LFI. Il y avait du bruit. Par moments, on se disait, bon, ça doit être difficile de parler dans cette... Et puis peu à peu, comme il ne les a pas agressés, leur demandait de se taire, que la présidente de l'Assemblée n'a pas fait non plus. Et tout d'un coup, le vacarme s'est tu parce qu'on l'écoutait. Il force les gens à écouter. Et moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant dans son discours, c'est à la fois la réponse de Madame Le Pen,
Pen, qui lui a fait comprendre qu'elle l'embêterait pas, quoi. Il fallait qu'il montre la bonne volonté sur changer la loi électorale, sur la proportionnelle, sur les impôts, sur évidemment la sécurité. Mais voilà, on a compris ça. Il dit en attendant l'alternance, voilà, elle le laisse pour l'instant. Mais surtout aussi, on attendait Gabriel Attal, parce que vous savez que oui, on a entendu longuement. Oui, et moi je trouve qu'il a fait d'ailleurs un très bon discours, mais tout de suite il a dit mais on vous soutient. Et je crois que la grande habileté du Premier ministre, ça a été de rappeler dans ce qu'il proposait une continuité de ce qui était déjà en marche ou déjà décidé ou à moitié voté. Et donc c'était un rappel aux autres en disant mais voilà, on est au bord du gouffre, mais vous avez fait des choses et on va les continuer. Et donc Gabriel Attal en dit on va vous soutenir. Et oui, mais alors donc moi j'ai trouvé que ça veut dire que c'est la continuité de ce qui s'est fait depuis 7 ans. C'est pas vraiment ce que les Français ont demandé. Non, mais il y a aussi des choses positives sur la loi d'orientation agricole qui n'a pas pu entrer, ou la fin de vie, enfin, on peut les énumérer. Et il y avait des choses qui étaient bonnes et qu'on n'a pas listées, mais que le Premier ministre a repris dans son discours. Ce qui a permis à Gabriel Attal de ne pas être de mauvaise humeur, d'être renvoyé à des choses qu'il n'aurait pas faites. Et au contraire, il a d'une certaine manière loué des projets qui étaient en gestation. Donc, il s'est assuré la paix, il a rassuré, voilà. Bon, il a rassuré, il a peut-être réussi, il y a eu du chahut du côté de la France insoumise, mais il a réussi à faire son discours. Il a parlé de sécurité, donc on a entendu ce qu'il disait. Il a aussi parlé d'immigration. Et on va écouter ce qu'a dit Michel Barnier, parce qu'évidemment, on est dans un contexte très spécial autour de ce débat-là et cette question-là. Écoutez ce qu'il a dit à propos de la fermeté qu'il veut imposer en matière d'immigration. Je crois qu'il est urgent de sortir l'immigration de l'impasse idéologique où les uns et les autres l'ont mise. Ce sujet, qui ne laisse personne indifférent, doit être traité avec dignité et avec gravité, plutôt que d'être instrumentalisé dans des controverses inutiles. L'immigration est une question que nous devons regarder avec lucidité et que nous devons affronter avec pragmatisme. L'an dernier, 2,5 millions de visas ont été accordés à des ressortissants étrangers. Chaque année, plus de 150 000 demandes d'asile sont enregistrées, dont les 2/3 en moyenne sont rejetées. Chaque année, plus de 100 000 obligations de quitter le territoire sont prononcées, mais des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière se maintiennent indûment sur notre territoire. Le résultat, mesdames et messieurs les députés, c'est que nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire, et la conséquence, c'est que nous n'atteignons plus de manière satisfaisante notre objectif, et je dirais notre devoir républicain d'intégration. Voilà le constat lucide de Michel Barnier. On est en ligne avec Éric Ciotti depuis l'Assemblée nationale. Merci à Élodie Huchard et Pierre Emco. Éric Ciotti, vous êtes député des Alpes-Maritimes, président du groupe UDR. Qu'avez-vous pensé de ce discours de Michel Barnier? Était-il assez offensif sur les sujets régaliens qui vous préoccupent? Je crois que c'était d'abord un discours décevant. Je le dis, peu d'annonces, peu de prise de risque. La seule annonce qui a été faite dans ce discours, finalement, c'est la hausse des impôts pour les entreprises qui réussissent. J'y vois un paradoxe. On va taxer les entreprises qui sont les plus performantes. Donc on va pénaliser l'économie française qui est déjà bien fragile. On va pénaliser l'emploi. Et puis hausse des impôts aussi pour les ménages. On ne sait pas à quel niveau qui sont ces riches qu'on désigne quelque part à la vindicte. Mais je crains que cette décision d'augmenter les impôts, qui est quand même paradoxale, pour un Premier ministre de droite, la première décision, et elle était au premier rang du discours de Michel Barnier, c'est l'annonce de la hausse des impôts. C'est pour moi une faute, c'est pour moi très décevant. Quant au reste, notre pays est dans une situation, je dirais, de crise budgétaire. Il n'y a qu'à voir le niveau des taux d'intérêt. La signature de la France vaut moins désormais que celle de la Grèce. La France, les comptes publics de la France sont désormais dans une situation pire que ceux de la Grèce. Et face à, on pourrait rajouter la crise migratoire, la crise sécuritaire, face à cette triple crise qui nécessiterait une chirurgie lourde, c'est-à-dire des réponses, des réformes profondes, courageuses, une rupture. Le Premier ministre nous a prononcé
un discours d'homéopathie. Enfin, c'est une tisane là où on a besoin de chirurgie. Donc je ne crois pas que ce discours qui dresse un constat, vous l'avez dit, sur l'immigration. Oui. Mais ça veut dire, si j'entends votre déception et les mots durs que vous employez à l'égard de Michel Barnier, vous allez le censurer dans les prochaines semaines. Ça me paraît logique. Je le dirai dans quelques instants quand je vais intervenir. Si le Premier ministre avait sollicité la confiance ce soir au travers l'article 49 de la Constitution, je ne l'aurais pas accordé. Maintenant, nous n'allons pas censurer. Nous ne sommes pas la France insoumise. Nous ne sommes pas ceux qui veulent installer le chaos. Nous allons juger aux actes. Je voterai les textes qui me paraissent aller dans la bonne décision. Nous verrons la position que nous adopterons sur le budget par rapport à ces hausses d'impôts, mais personnellement, je ne voterai pas un budget qui comporte une hausse d'impôts. Quant à la censure, je poserai dans mon discours ces lignes rouges sur la hausse de la fiscalité notamment et sur le changement radical de politique migratoire. J'attendais autre chose de ce discours. J'attendais, vous m'interrogiez tout à l'heure sur la politique migratoire, j'attendais qu'on conditionne l'octroi de visas, notamment pour les Algériens, à la délivrance de laissez-passer consulaires pour qu'ils reprennent leurs clandestins. J'attendais qu'on ne verse pas les allocations familiales ou les APL pour les étrangers dès le premier jour. C'était des dispositions que nous avions défendues avec Bruno Retailleau dans le texte immigration qu'avait proposé LR. Ces mesures ne se retrouvent en aucune façon dans le propos, dans le discours du Premier ministre et donc à cet égard, c'est naturellement décevant. Merci beaucoup Éric Ciotti pour cette toute première réaction en direct sur CNews et Europe 1 dans Punchline. On vous écoutera tout à l'heure lorsque vous prendrez la parole à la tribune de l'Assemblée nationale. Louis de Ragnel, si on regarde effectivement d'un peu plus loin, Michel Barnier s'inscrit donc quasiment, comme nous le disait Catherine Ney, dans la continuité de ce qui a été fait par Gabriel Attal et ses prédécesseurs. Or, c'est pas ce qu'il avait promis, Michel Barnier. Il avait promis la rupture. La rupture. Et exactement. Alors, il avait promis la rupture, pas sur tout. Oui. Il avait promis la rupture sur un certain nombre de sujets et il a essayé de l'incarner, même si effectivement Éric Ciotti trouve que ça ne va pas assez loin, on vient de l'entendre, mais il a essayé de l'incarner sur les questions d'ordre de Comme sécurité. Marine Le Pen qui réclame une loi immigration, une nouvelle loi. On va l'écouter. Exactement. Tout à l'heure. Et voilà, il essaye quand même de montrer qu'il se distance de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui sur ces questions d'ordre. Et on comprend aussi Éric Ciotti qui a quand même mené un certain nombre de combats avec Michel Barnier. Ils ont été concurrents lors d'une élection primaire interne au sein des Républicains et où c'était un peu la course à celui qui était le plus dur sur l'immigration. Michel Barnier avait porté l'idée d'un référendum, avait proposé de tout changer en matière d'immigration. Un bouclier constitutionnel. Un bouclier constitutionnel, un référendum, donc changer la Constitution pour soumettre un référendum aux Français, la question de la maîtrise de l'immigration. Et ce qui est vrai, c'est que donc, Éric Ciotti, lui, est resté un peu dans son couloir de neige sur ces questions-là et déplore le fait que Michel Barnier ne soit pas suffisamment précis. Ensuite, et je termine par là, Michel Barnier est dans une situation qui est très inconfortable, parce que s'il va trop loin, il perd sa coalition. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est le premier jour réel d'exercice du gouvernement Barnier. Avant, je vous dis pas que ça n'existait pas, mais c'était un peu en apesanteur. Il n'y avait pas d'hémicycle, il n'y avait pas de questions au gouvernement, il n'y avait pas de mécanisme de contrôle de l'action du gouvernement. À partir de maintenant, tout commence. Et Michel Barnier en est pleinement conscient, et c'est pour ça qu'on voit qu'il a essayé de tracer, de montrer qu'il n'a pas perdu la face, qu'il ne s'est pas renié, mais il n'est pas rentré beaucoup dans les détails, parce qu'il sait que s'il prenait le risque il avance sur un fil, un équilibriste. de balancer comme ça une annonce, eh bien immédiatement sa coalition pourrait se fracturer. Alors est-ce que c'est reculé pour me sauter? On le verra dans les prochaines semaines. Et on va le demander à Catherine Ney. Mais on voit que la situation est complexe et compliquée même pour Michel Barnier. Catherine Ney. Oui. Non, mais d'entrée de jeu, il a rappelé une phrase qu'avait dite De Gaulle à Chevigné, qui allait installer la résistance à l'étranger. Il lui avait dit « Je vous demande de faire beaucoup avec peu ». Bon, mais lui, vu la situation économique, c'est fait, lui aussi, il doit faire beaucoup avec peu et sans majorité. Enfin, c'est une situation qui n'a jamais été connue. Et je pense que il a énuméré beaucoup de choses. D'ailleurs, en l'écoutant, je me disais, mais où est-ce qu'il va trouver l'argent pour faire tout ça? Ça, c'est vrai. Parce que je me suis dit, il y a des dépenses quand même. Bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en simplifiant, en enlevant de la paperasse. Enfin, il y a tout un travail de nettoiement
l'administration, de il y choses aura qu'il quand même a. un volet législatif. Bon, et puis ça sur le budget, on voit bien que, par exemple, Gabriel Attal, sur les impôts pour les... Il a dit non. Il ne voudra pas et peut-être qu'il ne pourra pas le passer. Vous voyez, il y a des tas de choses qu'il ne fera pas. Mais aujourd'hui, c'était quand même... Il a imposé sa marque et on voit que c'est quelqu'un qui, par sa courtoisie, par sa volonté de parler à tout le monde, et il a toujours été comme ça, pour prendre son temps, pour avancer peu à peu, eh bien, s'il doit en faire un peu, il en fera un peu. Voilà, vous voyez. Voilà. François Pupponi. Oui, juste, moi, et après on écoute Marine Le Pen. Sur la forme, je partage votre avis. Après, le problème de ces déclarations de politique générale, c'est qu'on les relit une fois, 2 fois, 3 fois pour reprendre. Bon. Ah oui. Et sur il commence effectivement en disant on n'a plus d'argent, on a une situation déficitaire à 6%, la situation est catastrophique. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne propose aucune piste réelle. Il dit je vais augmenter les impôts, 18 milliards, mais sur les économies, or il a déjà son projet de loi de finances qui est prêt, qu'il a dû faire en catastrophe, et il sait de combien il va devoir diminuer les dépenses. Et il ne l'annonce pas. Il veut laisser l'Assemblée nationale. Mais enfin, il est là depuis 26 jours. Oui, mais dans 15 jours, il remet le document où tout est écrit. Donc il aurait pu dire, je vous proposerai cela, et si vous avez d'autres économies à faire, vous me le direz. Voilà. Mais là... Voilà, prudence de Savoyard. C'est plus qu'une grande prudence. On revient au sujet régalien. Écoutons juste Marine Le Pen, la réponse de Marine Le Pen qui lui a dit de facto, bon, il n'y aura pas de censure, et elle évoque une nouvelle loi immigration qu'elle souhaite pour début 2025. On l'écoute. Nous vous demandons, vous qui portiez un discours si ferme sur le sujet il y a quelques années, de remettre à l'agenda dès le premier trimestre 2025 une loi immigration restrictive, reprenant à minima les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. Et puisqu'encore une fois, une tragique actualité a mis en lumière la question des OQTF et des laissez-passer consulaires, je vous suggère de mettre en place une règle simple. En l'absence de laissez-passer, 0 visa. Voilà, pour Marine Le Pen, Rachel Kahn ou Sabrina Metjeber. Oui, ça c'était presque attendu vu le contexte et la situation politique et le triste contexte par ailleurs. Après, c'est vrai que ce sujet, alors il ne s'agit pas que ce soit une énième loi immigration parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Après, on a un véritable problème aussi au sein du pays et en tant que Français, c'est que avant, on ne parlait pas forcément la même langue, mais on avait le même langage. Aujourd'hui, on parle la même langue, mais on n'a plus le même langage. Lorsque le mot, laïcité devient un gros mot pour certains, ou que humanisme est un gros mot pour certains, c'est ça aussi peut-être qu'il faut rappeler. On a cette loi séparatisme contre le séparatisme, et j'espère bien que dans cette nouvelle loi, elle pourra intégrer aussi des mesures fortes qui étaient dans cette précédente loi. Sabrina Metjeber. Alors, au sujet de l'immigration, lorsque le Premier ministre nous parle de la conditionnalité des laissez-passer consulaires comparativement à l'octroi de visas, il vise intrinsèquement l'Algérie et il n'a pas le courage de dénoncer, encore une fois, cet accord international, ces fameux accords franco-algériens du 27 décembre 1968, que Xavier Driancourt lui-même a dénoncé, que de nombreuses personnalités ont dénoncé en raison de la caducité comparativement à l'atmosphère, et non seulement l'atmosphère criminelle, mais également l'atmosphère politique. Je rappelle que l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques. J'entendais Thibault de Montbrial indiquer qu'il y avait des clandestins qui ont été renvoyés et qu'une fois arrivés à Alger, le gouvernement algérien n'a pas voulu les reprendre. Donc la France doit être forte dans ce rapport de force et Michel Barnier doit imposer la politique française vis-à-vis notamment de l'Algérie qui, encore une fois, n'est pas notre ami, plutôt notre ennemi traditionnel, éternel, comme le précisait un ancien ministre. Sur l'immigration, ce que lui demande de faire Madame Le Pen, c'est de reprendre ce que le Conseil constitutionnel avait annulé. Exactement. Mais le Conseil constitutionnel avait annulé non pas parce qu'il jugeait que ce qui était proposé dans la loi n'était pas constitutionnel, mais parce que ça n'entrait pas dans le cadre, ça sortait du cadre, donc c'était quand même
Le Conseil constitutionnel faisait de la politique et en plus, c'était le président qui trouvait qu'il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas trop parce que c'était trop restrictif. Donc là, je pense que l'intention du ministre de l'Intérieur, c'est de tout à fait les reprendre. Et vous savez, avant de parler, le Premier ministre a réuni un séminaire où il a fait venir plancher devant les ministres Didier Lesky, qui est le directeur d'immigration, et qui lui a dit que le problème venait évidemment des Algériens. Parce que non seulement, c'est vrai que, vous savez, quand les rapports sont très mauvais avec le président, et lorsqu'il a été réélu, les Algériens l'ont félicité, l'ont invité à Alger, on lui a tendu le tapis rouge, avec le président, c'était le grand amour, et on lui demandait quoi? De donner des visas qu'il avait restreints. Donc on sort passé, ils étaient de 417 000 du temps de Hollande, ils étaient passés au début du quinquennat d'Emmanuel Macron à 200 000. Et là, les Algériens ont demandé, mais non, on en veut beaucoup plus. Et là, aujourd'hui, ils sont à plus de 300 000. Mais en même temps, tous les ans, au nom du regroupement familial, il y a environ 32 000 Algériens qui viennent en France, tous les ans. Donc, et ça, il y a une chose qu'il faut... Bon, surtout, on est traités, le français n'est plus... On est traités comme des chiens. Alors, ils avaient signé... ils avaient fait signer, eux, des grands projets, les ministres allaient revenir, et le président Macron a renvoyé 15 ministres dans Madame Borne au mois de novembre. Ils n'ont rien signé, on les a amenés voir la tombe du beau-frère de François Mitterrand, Roger Hanin, et puis ils sont repartis sans rien, mais ils avaient les visas, voilà. Et donc, c'est vrai que le gouvernement algérien se moque de la France. Et je pense qu'il faut une volonté politique et un peu de fermeté. Moi, je pense que là, il n'allait pas dire... C'était pas le moment de dire ça. C'était pas le problème aujourd'hui. Bon. Et je pense que quand même, il devrait y avoir quand même une évolution dans la position française. Louis Dragnel, on n'a pas entendu d'ailleurs les mots fermeté et humanité. Oui. Dans le discours de Michel Barnier, c'est très intéressant. Grand absent de ce discours, alors que pourtant Michel Barnier en avait parlé précédemment de humanité, fermeté. Bon, je pense qu'il a dû voir que dans le débat public, c'était quelque chose de difficilement compréhensible. Et puis, je pense que les propos de Nicolas Sarkozy sur cette antenne, donc sur Europe 1 et sur CNews, qui a fait voler en éclats ce concept en expliquant que c'était pas possible en fait d'essayer de conjuguer les deux, même si évidemment, quand on veut être ferme, il faut le faire de la manière la plus humaine possible. Mais force est de constater, oui, que ce concept n'était plus présent dans le discours de Michel Barnier. On lui a peut-être expliqué aussi à Michel Barnier que ça voulait signifier quand un homme politique dit humanité, fermeté en parlant d'immigration, ça voulait signifier qu'on ne fait rien. On va écouter, oui, François Pupponi, un dernier mot. C'est du en même temps et M. Barnier a compris que le en même temps, ça ne marchait pas. Élément de langage. Oui, élément de langage. On va écouter Mathilde Panot, maintenant pour la France Insoumise, qui, elle, a souhaité un mandat le plus court possible pour Michel Barnier. Écoutez-la. Nous ne pouvons que vous souhaiter, Monsieur Barnier, et surtout souhaiter au pays que vous soyez le Premier ministre du gouvernement le plus court de la Ve République. Car après vous, le président n'aura d'autre choix que de nommer Lucie Castet Première ministre ou de s'en aller. Le retour de Lucie Castet, ça y est. Franchement, Catherine, on avait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Lucie Castet. Ça y est, il demande le retour. Ah oui, non, mais alors là, je n'écoutais pas. Alors, en fait, elle dit le mandat le plus court pour Michel Barnier, et après, le président n'aura d'autre choix que de nommer Lucie Castet ou de s'en aller. Ah oui, comme elle veut régulariser tous les sans-papiers, il y a urgence, oui. C'est la... Alors, Rachel, un dernier politique imaginaire, toujours cette politique imaginaire avec ces mots qui ronronnent en permanence. Lucie Castet, mais ça y est, c'est fini, les Jeux Olympiques sont finis, enfin, on a tourné la page. Donc c'est vraiment... ce populisme, en fait, commence à être extrêmement pénible. Je plains véritablement les députés qui ont envie de travailler dans cette Assemblée. Alors justement, on va rejoindre l'une de ces députés, Aurore Berger, qui est en duplex grâce à nos envoyés spéciaux. Bonsoir à vous, Aurore Berger. Qu'est-ce que vous avez pensé de la teneur du discours de Michel Barnier? Bonsoir à vous. Et ensuite des réponses, à la fois de Marine Le Pen, de Gabriel Attal, qui vous représente, et puis de la France Insoumise et Mathilde Panot. On sait qu'on va devoir réussir à composer une nouvelle majorité. Moi, ce que je dis depuis le début, c'est que quand on fait des compromis, ça coûte forcément. De devoir réaliser ces compromis, c'est comme dans nos vies personnelles. Donc ça coûte. Ça veut dire que ça ne peut pas être notre projet qui est mis en œuvre. Par contre, je crois qu'il a donné des grandes orientations qui sont quand même cohérentes avec ce qu'on a dit et avec ce qu'on a fait surtout. Et d'ailleurs, il a commencé par là,
D'abord, il a eu cette citation, vous savez, au tout début, et il a dit immédiatement d'ailleurs que lui ne s'appuyait pas sur rien. Et je crois que ça, c'est important de reconnaître quand même ce que nous avons conduit, notamment de réarmement économique, de politique économique, d'emploi, de travail, d'attractivité dans notre pays. Après, il y a cette attente d'autorité qui est très forte, donc c'est légitime qu'il soit allé évidemment sur ce terrain-là, de réaffirmation aussi des valeurs. Moi, j'y étais très sensible, la lutte contre le communautarisme, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Après, on aura peut-être des divergences, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'attends qu'on ait des éléments plus précis sur la baisse de la dépense publique, parce que là, on a juste ce slogan de baisse de la dépense publique. Je veux savoir concrètement où on peut baisser, et je veux qu'on soit, nous, force de proposition pour réaffirmer que oui, on peut faire mieux, plus efficace pour nos services publics, mais avec moins de dépenses. Et puis, il y a la question des hausses d'impôts. Et là encore, j'attends des précisions, parce que moi, je refuse qu'on augmente les impôts sur les Français, quels qu'ils soient, quel que soit ce type d'impôt sur les Français qui travaillent notamment, et l'impôt sur les sociétés. Donc c'est peut-être là qu'on aura des divergences, ce qui peut arriver dans une coalition. Mais ça veut dire quoi une divergence, Aurore Bergé? Ça veut dire que vous ne voterez pas les mesures que proposera éventuellement Michel Barnier? Jusqu'où est-ce que vous allez travailler avec lui réellement? Déjà, on a encore une dizaine de jours avant qu'on ait un projet de loi de finances, un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui soit présenté. Moi, j'entends qu'il puisse y avoir des contributions exceptionnelles, par exemple sur les énergéticiens, on l'a fait nous-mêmes. Par contre, augmenter l'impôt sur les sociétés, j'ai du mal à croire que ça puisse être temporaire. Je crains qu'en général, quand on augmente les impôts, à la fois ça ne permette pas de sortir de cette addiction à la dépense publique qu'on a, alors que c'est ça, à mon avis, le premier des éléments, et surtout que le temporaire soit en général un temporaire qui dure. Donc c'est là-dessus que moi je serais très vigilante. On a eu une réunion de groupe ce matin où on a tous d'ailleurs réaffirmé cette exigence-là. C'est d'abord par la baisse de la dépense publique qu'on doit réduire notre dette et nos déficits avant d'aller sur la hausse de la fiscalité, alors que depuis 7 ans, nous on a fait le choix continu de la baisse de la fiscalité. Aurore Bergé, députée Ensemble pour la République des Yvelines, d'avoir réagi en direct sur CNews et sur Europe 1. On a le plaisir d'accueillir Henri Guénaud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Ça y est, c'était le grand jour pour Michel Barnier. Il a fait son discours de politique générale, un moment qu'on on attend pour chaque Premier ministre. Pas de grande annonce, pas de propos fracassants, comme on l'a noté avec Catherine Ney qui est avec nous, Henri Guénaud. Quelque chose qui s'inscrit quelque part dans la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à présent. C'était pas exactement la promesse, non ? Alors, d'abord, il n'y avait pas vraiment de promesse. Hein. Peut-être oui, une petite rupture quand même. Non, il n'y avait pas vraiment de promesse. Ce qui me frappe le plus, c'est que le théâtre politique continue. Mais parce que vous pensez qu'il allait s'arrêter, voilà. Comme s'il ne s'était rien passé. Alors, ça ne vaut pas que pour le gouvernement, ça vaut aussi pour les oppositions. C'est-à-dire que tout le monde, les gens que vous interrogez font exactement la même chose. Tout le monde fait comme si on était dans une situation normale. Bien, un gouvernement vient de remporter, un parti vient de remporter ou une coalition vient de remporter les élections, il a une majorité, soit présidentielle, soit gouvernementale, et il vient présenter la politique pour laquelle il a reçu un mandat du peuple. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de mandat, sauf que personne n'a la majorité, sauf que dans ce contexte, le gouvernement n'est soutenu de façon inconditionnelle par aucun des membres de la coalition minoritaire sur laquelle il s'appuie. C'est-à-dire, on l'a vu aujourd'hui, mais de façon éclatante. Chacun est monté à la tribune en disant mes lignes rouges sont les suivantes. Hein, si je n'ai pas ceci dans le programme du gouvernement, je censure. Voilà, je censure ou je ne soutiendrai pas. Donc vous rajoutez à la coalition, aux membres de la coalition, vous rajoutez le Rassemblement national qui dit moi soit vous faites les mesures que j'attends, soit je risque de censurer. Voilà. Donc et on fait comme si c'était pas le cas. C'est-à-dire que ce gouvernement ne peut pas faire une politique ni de droite, ni de gauche, ni du centre, faire quoi, alors, pour lesquels il n'a pas de mandat. Il est là pour accomplir une mission extrêmement difficile et tout à fait nécessaire, assurer la continuité de l'État, faire face aux événements, voilà, sans vision, donc, si je vous écoute bien. Mais laquelle de vision? Celle de LR, celle de l'extrême centre, celle du centre tout court, du centre droit, du centre gauche, ou accessoirement un peu du Rassemblement national et un peu de la gauche pour le... Bon.
voilà, c'est tout le problème. La mission qu'il a à accomplir, encore une fois, est une mission très difficile, vraiment nécessaire. Il nous faut un gouvernement et il nous faut un budget. Ça peut servir. Bon, le budget, c'est pas le budget de la droite, de la gauche ou du centre. C'est pas le budget qui va résoudre, ou même qui va résoudre le problème des finances publiques et a fortiori de notre économie, de la société. Enfin. Voilà, donc c'est pour ça que tout paraît un apesanteur, y compris le Henri discours. Guénaud, si bien vous comprendre ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous ne demandez pas au gouvernement de gouverner, vous lui demandez simplement de ne pas tomber, c'est ça? Alors, je lui demande en priorité, je lui demande, c'est qu'en priorité, ce gouvernement doit durer. Voilà. Il doit durer en gouvernant ou mais durer... un gouvernement gouverne, mais il gouverne. Il y a plusieurs façons de gouverner. Voilà. Mais oui, il y a plusieurs façons de gouverner. Si vous voulez réformer la société sans avoir aucun mandat, ni majorité, ni même soutien inconditionnel au Parlement, vous ne le pouvez pas. Et si vous persistez dans cette direction, le gouvernement tombera. Et s'il tombe, on rentre dans une période de chaos institutionnel. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe après. Enfin, il faut bien se demander ce qui se passe après. Donc ça, éviter ça est la priorité des priorités. Après, tout ce qu'on peut faire en évitant de se retrouver dans cette situation doit être fait. Mais quoi? Vous voyez bien, si vous réformez le système fiscal, oui, c'est une nécessité. Bon. Mais vous n'allez pas. Ça doit s'appuyer sur une vision de la société, sur une vision de l'économie, sur une vision de ce qu'est la justice, et la justice fiscale en particulier, ou la justice sociale. Bon, le gouvernement peut à la marge faire bouger quelques... Il ne peut pas faire grand-chose. Mais oui, mais encore une fois, c'est énorme d'assurer la continuité de l'État dans ces conditions. Oui, alors, Éric Revel... Pardonnez-moi, Henri Guénaud, mais je vous trouve quand même un peu sévère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous faites un constat qui est juste, c'est-à-dire que le Premier ministre, il est là avec un gouvernement tellement fragile. Moi, j'ai usé un peu de cette image. C'est un équilibriste ou un funambule avec les pieds sur terre. Michel Barnier, vous voyez, il a ce côté-là. Mais il y a juste une chose, il n'y a pas de filet dessous. Ok, écoutez, ça dépend de quelle hauteur il tombera. Mais ce que je veux dire, c'est que vous dites à juste titre qu'il n'a pas de majorité pour réformer le pays, tout ça est juste, mais regardez dans le passé, vous avez soutenu des gouvernements qui avaient des majorités, solides à l'Assemblée nationale. Ils ont réformé le pays? Non. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu sévère. La situation politique dans laquelle on est aujourd'hui, les électeurs l'ont décidé. Mais faire ce procès à Michel Barnier, qui va être... Enfin, ce constat, je l'ai trouvé un peu sévère. Ça vous va? Un peu sévère. Parce qu'il n'y a pas que Michel Barnier. Tout le monde fait comme si. Mais encore une fois, le problème... Mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix de faire comme si. Faire comme si. Comment vous voulez que ça se passe, Michel Barnier? Faire comme si, le gouvernement tombera. Et s'il tombe, il se passe quoi? C'est le vertige. C'est ça le problème. Alors, on peut discuter sur ce qu'ont fait les gouvernements depuis 40 ans. Moi, même sans remonter si loin. D'ailleurs, les discours que tiennent aujourd'hui le bloc central, que tient la droite, que tient une partie de la gauche, etc. Ce sont, les mêmes discours avec les mêmes réponses. Quand on voit par exemple le débat budgétaire, mais moi je n'en peux plus de ce débat. On dit exactement les mêmes choses, on va faire exactement la même chose que ce qu'on fait depuis 40 ans. Il y a des gens qui viennent vous expliquer que il faut pas toucher aux impôts. Moi je pense qu'il faut se méfier du choc fiscal. On a déjà essayé, chaque fois qu'on a essayé, ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que le choc, faut pas qu'il soit trop fort. Si le choc est trop fort, on va compromettre l'avenir. Si on compromet l'avenir, on compromet notre capacité à payer le service de la dette. Voilà, parce qu'il va se payer avec les revenus futurs, pas les revenus d'hier. Et les revenus futurs, ils dépendent quand même de la façon dont se porte l'économie. Bon, donc, le problème aujourd'hui, quand on le reporte du côté des dépenses en disant non, il faut toucher à rien. On va faire une baisse massive des dépenses, mais comment vous faites? Et où? Non, mais d'accord, il n'y a pas la majorité pour le faire. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Question de majorité. Henri Guénaud, encore un mot. Alors, je voudrais juste qu'on parte à l'Assemblée. Je vous passe la parole ensuite, Catherine, qui vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, est avec nous. Bonsoir à vous. Vous avez écouté les discours cet après-midi. La position que vous adoptez, c'est toujours la censure, Monsieur Delaporte? Bien sûr. Écoutez, on n'attendait rien, on n'a pas été déçus. Il n'y avait rien dans ce discours. Donc voilà, on va censurer non seulement un creux propositionnel, mais aussi évidemment le mal fait à la démocratie par la nomination de Michel Barnier à Matignon, parce que c'est évidemment une injure au vote des électrices et électeurs. Et c'est d'ailleurs la logique qui aurait voulu que ça soit la gauche nommée et derrière que nous tentions de gagner la confiance du Parlement. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Une question de Louis de Ragnel, monsieur Delaporte. Est-ce qu'il y avait une condition qui aurait pu vous satisfaire dans le discours de Michel Barnier ? Une condition qui aurait pu nous satisfaire, il y a des choses évidemment comme dans tout discours de politique générale depuis que cela existe qui ne nous horripilent pas et qui vont, je pense, dans le bon sens. Pour prendre un exemple dont on parle peu, ce qui se passe sur la Nouvelle-Calédonie. Michel Barnier vient désavouer totalement la politique qui a été menée par Emmanuel Macron puis Gabriel Attal en disant très clairement que la réforme constitutionnelle serait abandonnée. Moi, je trouve ça bien, donc je le salue. Mais évidemment que c'est pas ça le principal des enjeux et que nous censurons sur une question de méthode, l'affront fait à la démocratie et puis surtout un certain nombre d'autres choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et pour vous, donc, le fait que Michel Barnier, vous souhaitez un mandat le plus court possible, si j'ai bien compris, pour Michel Barnier, comme l'a dit Mathilde Panot, pour ensuite imposer Madame Castex. Sinon, le président doit partir. C'est ce que vous dites aussi, monsieur Delaporte ? Alors, nous, ce qu'on dit d'une chose très simple dans la motion de censure que nous déposerons la semaine prochaine, c'est qu'en effet, c'est la gauche qui doit aller à Matignon. C'est la gauche qui a été le premier bloc en tête lors de ces élections. C'est la gauche qui devrait, derrière, former des majorités et ne pas tenir, comme le fait Michel Barnier, sur la béquille instable du soutien implicite du Rassemblement national. Voilà, ça c'est une chose extrêmement claire. Donc oui, nous avions proposé la candidature de Lucie Castet. Elle reste dans la course. Après, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est surtout que la réalité du pouvoir, il est à Matignon. C'est une phase de cohabitation entre le gouvernement et le Parlement qui s'engage aujourd'hui. Nous allons tenter de le censurer la semaine prochaine. Il tombera si le RN décide de lui retirer son soutien qu'il maintient encore aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, il ne tombe pas. Demain, peut-être le sera-t-il. Et dans ce cas-là, nous serons prêts à gouverner. Merci Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados. Merci à Élodie Huchard et Jean-Laurent Constantini qui étaient à vos côtés. Catherine, on entend toutes les réactions politiques, droite et gauche. On entend Henri Guénaud, le grand pessimisme d'Henri Guénaud qui dit voilà, il n'y aura pas grand-chose de possible. En réalité, ce gouvernement est juste là pour durer. Durer jusqu'à quand et pour faire quoi ? Je pense que ce qui laisse augurer qu'il va quand même un peu durer, c'est que personne n'est prêt à prendre le pouvoir. Et dans les conditions actuelles, avec cet endettement qui est dû pour les 2 dernières années, en partie parce que les entreprises, l'impôt sur les entreprises a été moins que prévu. On a prévu un budget 2024 sur des hypothèses qui étaient erronées. Eh bien, il se trouve que les entreprises se portaient plutôt moins bien. Bon, et puis, il y a aussi des recettes de TVA qui n'ont pas eu lieu. Et donc, si il n'y a pas une forme de stabilité politique, la situation va s'aggraver plus encore. Et qui veut prendre le pouvoir, à part la LFI qui veut faire le chaos, la révolution... Ou le nouveau Front populaire, comme vient de le dire M. Delaporte. M. Delaporte dit qu'ils sont prêts à exercer le pouvoir. Oui, enfin, voilà, peut-être. Mais enfin, pour faire quoi ? Et donc, moi, je crois que pour l'instant... la durabilité du Premier ministre n'est pas engagée parce que Marine Le Pen n'est pas prête. Bien sûr, elle lui demandera sur un certain nombre de choses, sur l'immigration, sur la proportionnelle. La proportionnelle, et il a déjà dit qu'il regarderait ça avec faveur. Et en tous les cas, Gabriel Attal, tout ce front central, lui aussi, il a dit qu'il fallait parler, sortir du sectarisme, faire des compromis. Donc voilà, mais Monsieur Barnier, le Premier ministre, mais c'est vrai qu'il a énuméré des choses, il voit bien tous les problèmes, que dans chaque problème qu'il a énoncé, il sait qu'il y a des choses à faire, qu'on peut décider par décret, et peut-être en gérant un peu mieux, parce qu'on ne regarde pas les choses. Et dans les collectivités locales, comme territoriales, on sait très bien que les gens ne travaillent pas, ne font pas les 35 heures. Nicolas Sarkozy l'a dit, il faut remettre un peu d'ordre, et ça, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle loi. Alors, Henri Guénaud, et après François Pupponi. Oui. Le principe constitutionnel, c'est l'autonomie de gestion des collectivités. Donc le gouvernement, en réalité, ne peut pas grand-chose. Il peut juste serrer la vis en faisant voter des dotations moins importantes. Mais il ne peut pas. L'autonomie de gestion des collectivités locales, elle est constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, il veille avec beaucoup d'attention. Donc il y a beaucoup d'obstacles, des obstacles politiques, on a dit, mais aussi des obstacles juridiques et techniques. Bien sûr. Alors, moi j'aimerais juste qu'on écoute Michel Barnier, puis je vous passe la parole, François Pupponi, parce que les Français dans tout ça, j'ai envie de dire, parce que là, ça fait depuis le début de l'après-midi qu'ils entendent les discours politiques des uns et des autres. Qu'est-ce qui va changer dans leur vie quotidienne ? Qu'est-ce qui va changer pour leur pouvoir d'achat, pour la sécurité ? Évidemment, c'est la question. Écoutez ce qu'a dit Michel Barnier à propos de l'épée de Damoclès. Il dit l'épée de Damoclès, elle n'est pas sur le gouvernement, en réalité, elle est sur la tête des Français.
J'ai entendu parler, mesdames et messieurs, d'une épée de Damoclès qui pèserait au-dessus de la tête du gouvernement. Mais la véritable épée de Damoclès est là, sur la tête de la France et des Français, dès aujourd'hui. Et faute d'action, faute de courage maintenant, je suis sûr d'une chose, c'est que cette épée de Damoclès pèsera beaucoup plus gravement demain sur nos enfants et nos petits-enfants. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. Voilà, la dette financière colossale, François Pupponi, oui. Oui, mais quelle piste? Qu'est-ce qu'on fait? Quand j'écoute Catherine et Henri Guénaud, je me dis, je vais sortir déprimé de cette émission parce que ils ont raison tous les deux. Personne n'a intérêt à faire tomber le gouvernement. À part la gauche qui dit... Bon, mais globalement, on a vu Marine Le Pen qui dit, moi, si vous me faites la proportionnelle et en janvier une loi sur l'immigration, je vous dirai. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de réforme possible. Il n'y a pas de vraie réforme budgétaire pour trouver une solution. On a entendu Gabriel Attal qui dit « Moi, je ne veux pas augmenter les impôts ». Qui va avoir le courage de dire « Je vais baisser de 30, 40, 50 milliards les dépenses » Personne. Et donc, on va sortir avec une loi de finances qui continuera comme avant. On aura à la fin un déficit de 6%, voire plus, et ça continuera. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'à la fois le Premier ministre dit « La situation est catastrophique », mais il n'a pas de majorité pour faire les vraies réformes. Bon. Donc on va continuer. C'est l'impasse, alors. Tous ceux qui le poussaient à aller plus loin et qui étaient encore aux manettes il y a encore 3 mois n'étaient absolument pas, quand ils étaient au gouvernement, pour baisser les dépenses, et tout d'un coup, comme ils y sont plus, ils ont du courage pour les autres. Non, mais il y a quand même un petit peu de ça. Mais si on parle concrètement de l'épée de Damoclès qui pèse sur chacune de nos têtes ici, c'est 47 000 euros, la dette par Français. 47 000 euros. 3 200 milliards, ça fait 47 000 euros. Donc ça, c'est une épée de Damoclès, parce qu'on ne pourra pas toujours le financer. On parlait des taux d'intérêt tout à l'heure, il faut savoir qu'on emprunte à plus cher aujourd'hui que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, quand même. Alors, parmi les mesures concrètes qu'a annoncé le Premier ministre, quand même, il y a cette augmentation du SMIC de 2%, mais en fait, qui n'est pas un coup de pouce, qui est juste le fait d'avancer l'augmentation qui était prévue pour 2025. Ce qui était prévu en janvier. Il y a un sujet qui est un très bon sujet, mais là, c'est toujours, ça dépend de quel côté on regarde la pièce. C'est plus d'intéressement, notamment dans les petites entreprises. Très bien, mais c'est bien pour les salariés, mais il faut le savoir aussi, c'est une charge supplémentaire. Pour les entreprises. Pour les TPE. C'est même pas faisable dans la plupart des TPE. Et puis, il y a autre chose qui est intéressant, mais là, qui est passé sous le scope, c'est quand même, il y a quelque chose d'intéressant, me semble-t-il, c'est d'essayer de réorienter l'épargne des Français, qui est considérable. L'assurance vie, c'est 1 923 milliards d'euros. Et là, il crée un livret industriel pour dire... Si vous voulez, alors il faudra voir quel rendement il propose sur le livret industriel, mais c'est intéressant parce que vous savez, il y a une rumeur qui traîne depuis un certain nombre d'années qui est l'idée d'un grand emprunt national. Ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, mais uniquement en direction des marchés financiers en 2009, en pleine crise des subprimes, ce qu'avait fait alors on va passer la parole à Henri Guénaud. Donc un emprunt national, Henri Guénaud. Ça doit avoir un sens. Ça vous rappelle des souvenirs? Cette histoire d'emprunt national... Plus que le livret A. Allez-y, Henri Guénaud. Quelle est la différence entre un emprunt national et un emprunt sur les marchés financiers aujourd'hui? Avant, on pouvait donner des avantages fiscaux à des emprunts, ce qu'on appelait un emprunt national, comme l'emprunt Pinet, le Giscard, etc. Donc certains nous ont coûté à terme le Giscard très très cher. Il y a eu Pinet aussi, avant. Il y a eu Pinet. Bon, là, maintenant, le marché est globalisé, il est mondial. Si vous faites un emprunt pas sur les marchés, d'abord en France, qui n'interdira pas aux gens d'aller revendre sur les marchés leurs titres, il va coûter plus cher tout simplement, donc on ne le fera pas, et on continuera à aller sur les marchés financiers, dans le marché global, dans la grande déciveuse du marché global, et c'est comme ça que ça continuera à se passer. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à faire ça. Chaque fois qu'on y a réfléchi, on a trouvé... La proportionnelle, c'est une bonne idée, Henri Guénaud ? C'est l'idée la plus désastreuse qu'on puisse imaginer. Je me doutais de votre réponse. Voilà, mais oui, mais parce que ça va achever, quelqu'un a dit que c'était le dernier clou au cercueil de la Ve République, à juste titre. Voilà, c'est... Mais la plupart des politiciens le veulent pour des raisons très simples. C'est que d'abord, ça permet aux apparatchiks de se perpétuer. C'est quand même extraordinaire. Ça crée la situation qu'on vit aujourd'hui. Elle va se perpétuer et se reproduire. Ça marche nulle part. Allez voir en Israël ce que donne la proportionnelle intégrale. Bon, alors on me dit on va mettre une prime majoritaire. Si on met des primes majoritaires trop fortes, ça revient. C'est-à-dire on garde les apparatchiks, mais on a tous les inconvénients. Tous les inconvénients. Du système. Donc
voilà, ça c'est vraiment, c'est un poison pour les institutions. Israël, mais je crains que ça ne soit un des consensus possibles des parlements. Israël, Henri Guénaud, où la situation est très tendue, des sirènes d'alerte ont été activées partout en Israël, selon l'armée israélienne, après des tirs de missiles qui ont été perpétrés sur le sol israélien. On vous tient informé dans les prochaines minutes. Il y a aussi ces informations CNews et Europe 1, Louis Dragnel, qui concerne Bruno Retailleau. Il s'est rendu en visite privée auprès des parents de Philippines. C'est bien ça ? Oui, absolument. Et la décision avait été prise il y a quelques temps. Il avait fait le choix de ne pas se rendre aux obsèques de Philippines. C'était en la cathédrale Saint-Louis à Versailles, parce qu'il ne voulait pas être... Quand le ministre de l'Intérieur se déplace quelque part, c'est lui qu'on regarde, c'est lui qui crée l'événement. Et il ne voulait pas justement être l'événement à la place de Philippines qui était enterré. Et il lui avait remis une lettre. Il avait envoyé un de ses collaborateurs juste avant l'enterrement. Et donc voilà, il le fait en toute discrétion, puisqu'il n'y a pas de journaliste, pas de caméra, rien du tout. François Pupponi. Sur ce sujet, il y a quand même un événement très important. La présidente de l'Assemblée nationale a commencé l'ouverture de la session avec une minute de silence pour Philippines. C'est à la fois très important, qui montre le drame que l'on a connu et que cette famille a connu, que cette jeune fille a connu. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, je n'ai pas vu beaucoup de minutes de silence à l'Assemblée nationale pour un drame comme celui-là. Généralement, la minute de silence, c'est pour des soldats français morts pour la France. C'était avant. Oui, c'est devenu un peu plus fort. Mais là, voilà, on fait une minute de silence, on ne peut pas en rester là. Donc il faut faire quelque chose. Et pour suivre une petite polémique, je pense qu'effectivement, il faut faire évoluer l'état du droit. Il y avait une minute de silence pour Naël. L'état du droit, et même l'état de droit, en l'occurrence. Mais ça demande de changer des normes constitutionnelles, ça demande de changer la hiérarchie des normes avec l'Union européenne, les conventions internationales. Et ça aujourd'hui, ce gouvernement n'en a pas les moyens. Donc il peut faire à la marge. Et puis la question qui va se poser aussi, c'est que va-t-on faire du monsieur, là, du criminel ? Parce que, qui est en Suisse. Qui est toujours en Suisse. Oui, mais quand on l'aura attrapé, on va en faire quoi ? Mais il est déjà incarcéré en prison. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais non, mais son OQTF est prêt. Il sera incarcéré en France. La question qui se pose aujourd'hui, c'est ce genre de personnages. Est-ce qu'ils ont encore leur place dans la société ? Tout ça nous demande de repenser les fondements de notre code pénal. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui méritent d'être réinsérés, puis d'autres non. Là, il a commis un viol, il est condamné, il ressort, il viole et il tue. Bon. Franchement, je veux dire, la question maintenant, c'est de savoir ce que l'on fait de ce genre de personnages qui commencent à... Ça, on parle des criminels. La violence physique, elle monte de partout. Et si on ne repense pas les fondements de notre droit pénal, elle va finir par nous submerger. Mais Michel Barnier a annoncé qu'il y aurait des courtes peines désormais de prison, peut-être quelques jours. Oui, mais là, c'est des centres dédiés. Mais là, oui. Je ne vous parle pas de ce criminel endurci. Je vous parle de cette évolution, encore une fois, de nos mesures. Enfin, si c'est pour mettre 3 jours... ça fonctionne dans certains pays, Henri Guénaud. C'est mieux que rien. Ça fonctionne aux Pays-Bas, les prisons sont... C'est une sanction. Mais non, mais c'est toute l'architecture pénale qu'il faut changer. On est d'accord. Parce qu'en fait, notre philosophie n'est pas du tout comme ça. C'est notre architecture pénale. Mais les exemples dans les pays du Nord sont intéressants. Ça montre quand même que si vous sanctionnez dès le premier délit ou le premier, crime, le premier délit, vous incarcérez à des courtes peines, eh bien... très souvent, c'est un effet dissuasif. Alors qu'en France, souvent, vous êtes condamné d'abord à de la prison avec sursis pour quelque chose de très grave. Puis comme, en fait, il n'y a pas vraiment de sanction ou c'est pas perçu comme tel, eh bien, vous commettez quelque chose de plus en plus grave. Et à la fin, vous arrivez au tribunal et immédiatement, vous prenez 20 ans de prison. Et donc, c'est toute la mécanique. Voilà, il faut tout changer. Tant de prison que vous ne faites pas. Je suis d'accord avec vous, avec des aménagements de peine, François avec des réductions Pupponi, de peine. il faut changer tout le logiciel. Là. On le dit depuis 15 jours. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice n'aient pas demandé, en plus, il y a une instruction judiciaire bien sûr en cours, une enquête administrative pour les dysfonctionnements. Le président Sarkozy l'a dit l'autre jour sur votre antenne, en disant... Il y a eu des dysfonctionnements au sein de l'administration, peut-être au sein de la justice, on verra, mais il faut qu'on le sache, parce qu'il faut changer les textes. Mais si déjà les textes appliqués le sont mal par l'administration, il faut... Mais je peux me permettre, une sanction aussi. S'il y a une faute de l'administration, il faut qu'elle soit sanctionnée au niveau administratif. Le dysfonctionnement, il est administratif. Pour une fois, moi, je suis en général assez sévère avec la magistrature. À mon sens, il y a
qu'il n'y a pas de faute de droit de la part de la part du magistrat, ni même dans de dérive idéologique. C'est pas le sujet. La faute, le dysfonctionnement, il est administratif, mais il faut bien voir une chose, c'est que dysfonctionnement ne veut pas dire nécessairement faute. Le dysfonctionnement, il tient aussi au fait que notre système craque de partout, que notre système ne peut plus absorber. Vous pouvez pas dire au début du plateau, il faut réduire le nombre de fonctionnaires, mettre les préfectures à l'os comme elles le sont aujourd'hui. Et je ne parle pas que des préfectures, allez voir l'administration pénitentiaire, allez voir les centres de rétention administratifs. Bon, et puis ensuite, expliquer qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Si vous en enlevez à certains endroits, il faudra en mettre ailleurs. Et en particulier là, parce que les masses à gérer deviennent ingérables avec les moyens actuels. Bon, très bien. Catherine Ney, constat d'impuissance que nous faisons ce soir tous ensemble, en tout cas pour les semaines à venir. Écoutez, oui, tout ce qui vient d'être dit ne porte pas à l'optimisme. Alors, pour clore la journée, je dirais que malgré tout, je crois que dans la situation actuelle, Michel Barnier est le seul qui, par son caractère, dans le fond, sa connaissance des problèmes accumulés depuis longtemps, sa volonté d'essayer de faire que la machine n'explose pas, qu'il peut négocier, trouver des compromis, avancer un peu. Là, mais il l'a toujours dit. Il a dit « je ne ferai pas des miracles ». Ceux qui vous disent, dans la situation politique actuelle, qu'ils feront des miracles, ils vous racontent des histoires. Lui, il ne le dit pas. Il énumère toutes les choses sur lesquelles il va essayer d'avancer. Et si jamais il y a un peu de paix dans la classe politique, si on reprend ses esprits et tout ça, mais ça sera déjà... Vous voyez, on n'y est pas, on a entendu la phrase insoumise. Orgueno. Vous avez raison, c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Il a raison, il est sans doute le seul dans le paysage. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. Voilà, c'est qu'il y a les autres. Et quand on dit, par exemple, qu'ils n'ont pas intérêt, ils choisiront le moment où ils ont intérêt à le faire tomber. Pas seulement dans les oppositions, aussi dans la coalition. Parce qu'il y a des gens qui veulent sortir du piège dans lequel ils sont, des autres qui préparent leur destin à très long terme. Oui, mais comme l'a dit très bien Nicolas Sarkozy, tous ces gens, parce qu'il y en a au moins 4 ou 5 qui sont candidats à 27, et bien il dit tout ça, c'est des chapelles, et s'ils ne reviennent pas dans la cathédrale, et s'ils ne se mettent pas seuls, s'il n'y a pas une unité de candidature, et bien ça sera le duel Mélenchon-Le Pen. Et ben voilà. C'est la nature humaine.